Aujourd'hui, la conférence porte essentiellement sur la recharge en déplacement et le futur de cette recharge en déplacement, donc vers où on s'en va avec tout ça. Comme il a été dit, mon nom est Martin Archambault, je suis délégué principal en électrification des transports à Hydro-Québec. Je travaille essentiellement pour ce qui est connu sous le nom du circuit électrique. Et puis, aujourd'hui, là, on va essayer de faire un survol qui devrait vous donner une bonne idée de où on part, mais également et surtout vers où on s'en va. Donc, merci beaucoup d'être là, tout le monde. D'entrée de jeu, eh bien, il y a un avantage ou des avantages, en fait, très marqués à l'électrification des transports au Québec et je pense que ça s'inscrit dans une logique à plein de niveaux. Bien sûr, l'ère du temps, mais également, je dirais, géographiquement parlant, on a une énergie qui est produite ici, essentiellement une énergie propre à presque 100%, qui est à faible coût de production et d'achat. On a également des surplus utilisables. On en parle depuis plusieurs années de nos surplus. Et tout ça fait en sorte qu'on est dans un contexte où de faire migrer graduellement l'utilisation de nos moyens de transport, de moyens qui utilisent des énergies fossiles vers des énergies plus propres, ben ça fait énormément de sens, c'est cohérent. Et dans ce qui nous intéresse ici, ben l'énergie propre de l'électricité devient à ce moment-là le nerf de la guerre et on est évidemment et résolument en action pour faciliter et accélérer cette transition-là le plus rapidement possible. Il y a aussi un avantage marqué, puis quand on parle des autres énergies propres, parce qu'il existe d'autres énergies qui peuvent avoir des certaines vertus de propreté, là, en tout ou en partie, mais une chose est sûre, l'électricité a un avantage marqué que tous les autres moyens n'ont pas, c'est-à-dire qu'elle est déjà disponible dans toutes les prises de courant. C'est-à-dire que si on utilise un autre carburant propre, ben il faut approvisionner ce carburant-là, il faut le transporter, il faut le distribuer, il faut l'entreposer, il faut l'envoyer dans le véhicule par l'intermédiaire d'un équipement qui n'existe pas, alors que du côté de l'électricité, ben, tout est là pour la produire, la transporter, la distribuer en fin de compte. La seule chose qui manque dans certains cas, c'est juste le petit appareil qui te permet de te connecter sur ta voiture, mais tout le reste de l'infrastructure est déjà là et avec une énergie, comme dit précédemment, qui est propre. Il est très important parce qu'on va parler essentiellement des énergies qu'on va mettre dans notre véhicule, de l'électricité qu'on va mettre dans notre véhicule en déplacement, donc dans des bornes qui sont essentiellement publiques. Il faut toutefois savoir que ça se passe d'une façon un peu différente avec une voiture électrique qu'une voiture à essence. Le plein, c'est à la maison que ça se fait dans une très forte proportion du temps. C'est-à-dire que contrairement à votre voiture à essence où vous devez arrêter la station-service après, bon, je sais pas, moi, 3, 4, 5 jours ou peut-être 2, 3 semaines si vous faites pas beaucoup de route. Puis là, vous faites le plein de votre voiture. Votre voiture électrique, elle, un peu comme un rasoir électrique, vous la branchez à la maison, un peu comme votre cellulaire finalement. Vous la branchez le soir, puis vous le redébranchez le lendemain matin, c'est plein, puis vous êtes bon pour votre journée. Vous revenez le soir, vous le branchez. Ça veut donc dire qu'on va charger pas mal à la maison. Dans quelle proportion du temps on se recharge à la maison? Évidemment, c'est variable d'une personne à l'autre, mais on estime que normalement, pour la majorité des gens, c'est environ 90% des recharges qui se font à la maison. Ça veut donc dire que 9 fois sur 10, ben, c'est à la maison que ça se passe quand vous vous chargez. Et puis, il ne reste qu'une fois sur 10 que vous devez faire sur la route, mais ces fois-là, vous devez aller sur la route, vous avez besoin d'un réseau de bornes de recharge qui est présent, qui est disponible et qui est fiable. Et c'est là que le circuit électrique entre en jeu parce que c'est essentiellement ce qu'on vous offre, un réseau là, bien distribué et des bornes de recharge qui sont fiables sur la route. Donc, comprendre que même si on focus là, sur les bornes sur la route, le gros des recharges quand on a un véhicule électrique, c'est quand même à la maison que ça se fait. Mais ces fois-là qu'on est sur la route, on veut que ça fonctionne. Et pour être capable d'y arriver, le circuit électrique, au fil du temps, a mis en place un certain nombre d'initiatives visant à accroître et à faciliter la capacité de se recharger pour les Québécois. Dès 2009, Hydro-Québec a mis en place un plan d'action qui visait à favoriser l'électrification des transports. Ça a été à ce moment-là, et il y a un peu plus de 10 ans maintenant, le balbutiement là, d'un tournant très important que le Québec allait suivre. Les premières voitures électriques sont arrivées au
au Québec. Là, on commençait à être vendu au Québec peu de temps après ça, là, aux alentours de 2010 environ. Donc, Hydro-Québec était vraiment là, présent là au début. Et dès les années 2009 à 2011, il y avait des projets pilotes, des démonstrations de véhicules. Vous avez sans doute vu des petites voitures comme la IMIEV, là, celle qui est présentée actuellement dans le bas. Là, il y a 3 voitures, là, celle du bas. Donc, des voitures qui étaient là en test, en démonstration, qui servaient à valider, à vérifier le fonctionnement, le comportement de ces véhicules-là, hiver comme été, et de voir les moyens de les recharger. Et ça permettait également à Hydro-Québec de se positionner sur les solutions, les technologies qu'on allait mettre de l'avant pour supporter la recharge de ces véhicules-là, sachant pertinemment que c'est vers là qu'on s'en allait et que nous deviendrions, par le fait même, le fournisseur officiel d'énergie pour les véhicules. Il fallait, à tout de moins, commencer à tester et s'assurer qu'on avait de l'infrastructure de qualité et des équipements prêts à répondre à ces besoins-là. Puis vous allez voir, ça va revenir au cours de ma présentation parce que c'est relativement facile d'acheter et d'installer une pièce d'équipement, mais je pense qu'une de nos forces, c'est la capacité d'analyser et de faire le choix des bons équipements pour être capable d'avoir un service qui ne sera pas juste disponible, mais qui va être fiable également. En 2012, le lancement de l'entité, le circuit électrique, donc le réseau de bornes de recharge publiques le plus présent au Québec. Vous l'avez sûrement déjà vu ou du moins entendu parler si vous êtes sur la conférence aujourd'hui. Donc, les premières bornes publiques ont été lancées. C'était des bornes de niveau 2, 240 volts, donc qui permettent de recharger là, votre véhicule à quelque chose comme 35 km d'autonomie par heure de recharge ou environ. C'est le même type de borne que les bornes résidentielles que vous pouvez vous acheter pour la maison, mais distribuées le long du territoire québécois pour permettre aux membres du réseau là, de se recharger en déplacement, pas juste quand ils sont à la maison, mais également au travail ou lors d'une sortie au cinéma, au théâtre, peu importe. Donc, installer des bornes et de les répartir de façon cohérente sur le territoire. Là, tout ça, ça a commencé dès 2012. En 2014, on a commencé l'inauguration du corridor de recharge rapide le long de l'autoroute 40 à l'époque. Il y en a eu ensuite sur l'autoroute 20. Donc là, c'est d'installer des bornes de recharge, mais pas juste des bornes de recharge niveau 2, mais des bornes de recharge dites rapides, ce qu'on appelle souvent dans le jargon des BRCC, bornes de recharge en courant continu. C'est des bornes qui peuvent recharger dans ce modèle-là, à tout de moins, à une puissance de 50 kW. Donc là, on parle de puissance de recharge qui vous permet de gagner énormément de kilomètres là, comparativement aux anciennes bornes de niveau 2. On parle de quelque chose comme une soixantaine de kilomètres par tranche de 15 minutes environ, donc environ 240 kilomètres par heure de recharge. Évidemment, les voitures à l'époque avaient 100-150 kilomètres d'autonomie. Ça veut donc dire qu'en moins d'une heure, là, en 30 minutes, on allait chercher à peu près 80% des batteries disponibles à l'époque et ça permet là, de voyager, d'arrêter en chemin pour une courte période de temps, non pas pour des heures, mais pour une courte période de temps, remettre de l'énergie dans le véhicule et de continuer notre chemin. Donc, on parle d'une borne là, qui facilite les déplacements de plus longue distance, en tout cas le long des autoroutes. Ça a commencé en 2014. En 2015, on a commencé des ententes avec certains partenaires, dont des villes. Il y a eu l'installation de bornes de rue à Montréal qui ont poussé depuis comme des petits champignons. Là, si vous vous promenez régulièrement dans la ville de Montréal, au centre-ville, et voire même ailleurs, dans différents quartiers de Montréal, vous voyez ces bornes sur rue. Donc, un poteau là, avec souvent 2 bornes accrochées après, puis des câbles de rappel qui permettent de rappeler le fil, pas qu'il traîne par terre, parce qu'on est le long des routes principales là, de la ville de Montréal, mais il y en a également ailleurs. Donc, ces bornes sur rue-là permettent à ce moment-là l'utilisation des bornes lorsqu'on est à Montréal en déplacement, qu'on se charge pendant une réunion, par exemple, mais peuvent permettre également aux citoyens qui ne vivent pas dans un bungalow avec la capacité de s'installer une borne de recharge à la maison, mais à proximité, souvent de leur domicile, ces gens-là peuvent se brancher sur une borne publique et quand même accéder là, à une borne de recharge qui, oui, est payante, mais est disponible à différents endroits aux 4 coins de la ville. Ensuite, il y a eu des investissements dans l'électrification des transports pour le transport collectif aux alentours de 2016. Donc, différents projets et d'autres projets sont sur la table. Vous entendez parler de plein de choses en lien avec l'électrification des transports collectifs. Bien évidemment, Hydro-Québec a été mis dans la boucle de ces grandes discussions-là parce que c'est pas juste d'acheter des équipements qui fonctionnent à l'électricité, mais c'est également de voir à toute l'infrastructure permettant de recharger et d'approvisionner en énergie les différentes technologies mises de l'avant.
En 2017, on a commencé à lancer des superstations. Ce qu'on appelle des superstations, c'est des regroupes, plusieurs bornes de recharge rapide. La première en décembre 2017 à Belleuil, 4 bornes rapides de 50 kW, donc 200 kW d'énergie sur le même site. Et avec différentes expansions en termes de modèles là, dont on va parler dans les prochaines minutes. Alors, voilà. Aujourd'hui, donc en octobre 2020, c'est plus de 345 bornes de recharge rapide qui sont maintenant installées aux quatre coins du Québec et pas juste aux endroits où il y a nécessairement énormément de véhicules. Donc, le circuit électrique étant une entité d'Hydro-Québec, eh bien, on a quand même une mission de s'assurer qu'il y a une disponibilité de bornes aux quatre coins du Québec et de relier entre elles des régions, parfois des régions éloignées où il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques encore, mais il faut s'assurer de couvrir le territoire. Donc, notre réseau est à la fois dense en termes de nombre de bornes, mais à la fois réparti sur le territoire pour permettre là, à tout le monde de pouvoir véhiculer aux quatre coins de la province. Il est important de comprendre qu'on a parlé j'ai parlé de bornes de niveau 2 et de bornes de courant continu. C'est des solutions différentes pour des besoins différents. Donc, il ne faut pas voir la borne rapide comme étant une évolution technologique de la borne niveau 2. Ça ne remplace pas. Ça ne veut pas dire que la borne à niveau 2 est désuète. C'est des bornes différentes qui répondent à des besoins différents. La borne niveau 2, c'est une borne de destination pour se charger à la maison, au travail, en réunion. Lorsqu'on est là longtemps quelque part, on va utiliser la borne de niveau 2, alors que la borne rapide à courant continu, elle, c'est une recharge d'appoint lors de déplacements généralement. Elle est le long des autoroutes. Ça sert à remplir rapidement la batterie dans une situation où on attend d'avoir atteint notre niveau voulu et on quitte. Alors que dans le cas de la borne niveau 2, on ne reste pas à côté de l'auto, on va se recharger pendant 2-3 heures, on branche l'auto, puis elle va se recharger pendant qu'on fait d'autres choses, pendant qu'on dort la nuit, pendant qu'on est au travail le jour, pendant qu'on est dans un spectacle ou une partie de hockey au Centre Bell, à l'époque où on pouvait y aller parce qu'il n'y avait pas de COVID. Donc, c'est vraiment deux outils différents qui répondent à des besoins qui sont différents. Donc, les bornes niveau 2 ne sont pas désuètes, elles répondent vraiment à des besoins différents. Puis les bornes rapides, ce n'est pas une évolution aux bornes de 240 volts, c'est une borne qui répond à un besoin qui est différent. Un élément important pour la suite des choses, c'est de comprendre qu'il y a eu dans les dernières années, il y a pas tellement longtemps, en fait, un changement de la réglementation qui permet à Hydro-Québec pour simplifier le processus, là, qui permet à Hydro-Québec d'isoler les revenus provenant de la vente d'électricité liée à l'électrification des transports et de la réinvestir dans l'entretien et le déploiement d'une infrastructure de recharge. Ça veut donc dire, si on y va bêtement, là, on devrait avoir bientôt au Québec 100 000 véhicules électriques sur les routes. Ces 100 000 personnes-là se rechargent, je l'ai dit tantôt, 90% du temps à la maison. On estime qu'ils vont dépenser pendant un an environ 350 $. Ça varie, là, évidemment. Il y a des gens qui font 10 000 km par année, puis il y en a d'autres qui en font 50 000 par année. On comprend que ce n'est pas du tout la même quantité d'énergie que ça prend, mais en moyenne, on parle d'environ 350 $ d'électricité par année pour faire rouler notre véhicule. Bien, si on a 100 000 véhicules à 300, qui mettent 350 $ d'électricité dedans, c'est 35 millions de revenus d'électricité, de vente d'électricité, en fait. Et cet argent-là peut être investi là, dans le déploiement d'un réseau qui va être fiable. Donc, plus il y a de voitures, plus il y a de revenus de vente d'électricité, plus on a d'argent pour installer des bornes et ainsi de suite. Donc, c'est un modèle qui, à la fois, est autosuffisant, mais également adaptatif en fonction du nombre de véhicules vendus. On en vend moins, bien, on a moins de sous pour des bornes. Il se vend plus d'autos, on a plus de sous pour installer des bornes. Et ça a permis à Hydro-Québec d'avoir un peu les mains déliées pour installer des bornes parce que, étant capable de financer l'installation des bornes et ne dépendant plus de l'ancien modèle où on avait des partenaires qui devaient défrayer la moitié des coûts des bornes, mais là, ça permet d'identifier des sites intéressants. On a évidemment à négocier avec les partenaires parce qu'on s'installe souvent sur des terrains qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent au ministère des Transports ou à des commerces, par exemple, mais ce n'est pas le commerce qui a défrayé les coûts d'acquisition, d'installation de la borne et de gestion de cette borne-là. À ce moment-là, c'est Hydro-Québec qui le fait. Donc, ça a permis d'accélérer ou ça permet d'accélérer le déploiement. Un déploiement qui est ambitieux,
1600 bornes d'ici 2027 avec une projection, un découpage en termes de nombre de bornes rapides en fonction des années. Évidemment, ces chiffres-là, c'est une projection. Comme j'ai dit tantôt, ça peut bouger en fonction du nombre de véhicules vendus. Mais à date, on n'est pas loin du target. L'objectif était 100 000 en fin 2020. Quand on regarde les dernières statistiques, la COVID a fait un peu mal là, aux ventes de véhicules, mais en fait, on ne sera pas loin. On pourrait dépasser un peu le décembre 2020, mais pas tant que ça, ce qui fait qu'on est presque bullseye par rapport aux prédictions. Et là, bien évidemment, ça permet de l'accélération de tout ça, l'expansion et la densification. On va mettre des bornes là où il n'y en a pas, mais on va également densifier, c'est-à-dire en rajouter là où il y en a déjà, mais où il y a énormément de circulation. On monitore de façon rigoureuse l'utilisation du réseau de façon à voir le taux d'utilisation des bornes. Et quand on voit qu'on dépasse un certain seuil, bien, à ce moment-là, on peut mettre des bornes supplémentaires qui vont venir donner un coup de main pour s'assurer qu'on n'a pas de goulot d'étranglement là, à certains endroits, sur certaines routes où il y a beaucoup, beaucoup de trafic, beaucoup de voitures électriques. Il faut également voir comment on va sélectionner les sites, choisir les sites. Ça paraît simple, tout le monde a des bonnes idées, on se fait donner régulièrement. Pourquoi vous en mettez pas là, à telle place? Bien, tout simplement parce que les endroits qu'on nous cite, c'est pas des endroits pour lesquels on a automatiquement le droit d'en installer. C'est pas parce que le spot est bon qu'on a les autorisations. Donc, ça prend des ententes avec les gens qui appartiennent le site. Souvent, c'est très complexe. Le commerce, il faut parler avec le propriétaire du commerce, mais le commerce, c'est un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre, il y a des servitudes, il y a des droits de passage, il y a des exigences aussi. Nous, quand on installe des bornes, on va le voir tantôt, mais il y a certains requis que ça nous prend pour être capable de les installer, ce qui fait que il faut regarder ces critères-là, mais de plus en plus, tenir également de compte pour le consommateur. Donc, lorsque vous venez à un site de borne de recharge, il y a des trucs que vous aimez et des trucs que vous aimez moins, c'est normal. Donc, on est en train d'améliorer nos critères de sélection de sites tout en élargissant notre capacité d'expansion. Évidemment, il y a l'évolution technologique aussi, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de véhicules qui peuvent se recharger plus rapidement, qui arrivent sur le marché. Il y a des nouvelles technologies de bornes qui sont maintenant envisageables et c'est ce qu'on regarde. On a déployé à venir jusqu'à aujourd'hui des bornes de 50 kW. On a commencé dans les dernières semaines à déployer des bornes de 100 kW. Donc maintenant, il y en a d'installés à différents endroits. On a d'ailleurs fait des communications à ce sujet. Mais on va également installer en test des bornes à plus haute puissance pour être capable de les tester. Puis je vais vous revenir sur ce point-là, ça ne sera pas tellement long. Donc, on essaie de suivre également une évolution qui est cohérente. Mais on la suit comment, cette évolution-là? Et pourquoi c'est maintenant qu'on met des 100 kW et qu'on n'en met pas avant, alors que, certains disent Tesla met des bornes beaucoup plus rapides depuis plus longtemps. Oui, mais Tesla vend des véhicules qui acceptent une puissance plus grande depuis longtemps. Ce qui n'est pas le cas pour les autres manufacturiers, c'est-à-dire que la majorité des véhicules sur les routes, n'étant allés jusqu'à il n'y a pas longtemps, ne pouvaient pas prendre en haut de 50 kW. Là, maintenant, il y en a de plus en plus, on va en parler. Mais encore là, aujourd'hui, les voitures qui peuvent aller en haut de 50 kW, il n'y en a pas des tonnes sur les routes. J'entends, je ne parle pas de modèles. Là. Il y a plusieurs modèles, mais il n'y en a pas des tonnes sur les routes. Puis pour plusieurs d'entre elles, elles acceptent, oui, en haut de 50 kW, mais pas nécessairement très longtemps. On a fait évidemment plusieurs tests. Là. Pour certains modèles, ils vont aller un petit peu en haut de 50 pendant une période un peu plus longtemps. D'autres, elles peuvent atteindre 75, pas loin de 80 kW, mais pendant quelques minutes. Puis ensuite, ça redescend en bas de 50. Donc, évidemment, on ne voulait pas déployer des bornes trop puissantes pour ce que les véhicules pouvaient prendre, donc parce que ça aurait servi à rien. Donc, on a essayé et on essaie toujours d'adapter ce déploiement-là selon une logique qui est de lier la puissance à ce que les véhicules sur le marché sont capables de prendre. Donc, actuellement, au moment où on se parle, la puissance moyenne des recharges sur notre réseau, c'est 32 kW. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble des recharges qui se font sur nos bornes de 50 kW, la moyenne est d'environ 32. Ça veut dire qu'il y en a qui vont en haut, il y en a qui vont en bas, mais en moyenne, c'est 32 kW. Évidemment, une moyenne plus élevée l'été, puis un peu plus basse l'hiver parce que au froid, les batteries sont un peu moins performantes. Mais quoi qu'il en soit, c'est en moyenne, on se tient aux alentours de 32. Si demain matin, toutes nos bornes de 50 devenaient des bornes de 100, cette moyenne-là n'augmenterait pas tellement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de véhicules. En fait, on va le voir, à peu près 90% des véhicules
qui sont sur les routes actuellement ne peuvent pas aller en haut de 50 kilowatts, ce qui fait que ça augmenterait très peu la moyenne. Quand on regarde, et ça, c'est les chiffres là, de fin juin, là, on vient tout juste d'avoir les chiffres pour le dernier trimestre, donc on faudrait le mettre à jour un peu. Mais actuellement, sur les routes, c'est environ 10% des véhicules qui peuvent se charger en haut de 50 kilowatts. Évidemment, des observateurs me diront la Chevrolet Bolt n'est pas dans ta liste. Non, parce que la Bolt, oui, elle peut prendre légèrement en haut de 50, mais très, très peu et très, très peu longtemps, ce qui fait que techniquement, on pourrait l'ajouter, mais ça ne changerait pas grand-chose dans les statistiques. On voit qu'actuellement, sur les routes, c'est quoi? C'est 7200 voitures sur 76 000 qui peut prendre en haut de 50 kilowatts et pour plusieurs d'entre elles, c'est pendant très peu de temps. Donc, le pourquoi de cette explication-là, c'est simplement pour vous illustrer pourquoi on déploie à ce moment-ci les bornes de 100 kilowatts. C'est que, bon, si on regarde les véhicules qui sont listés ici, bon, peut-être à l'exception de la Porsche et de la Jaguar, là, qui sont des voitures de luxe et qui vont se vendre à très petite quantité comparativement aux autres, ben quelqu'un qui s'achète une auto électrique aujourd'hui, il y a des bonnes chances que ce soit une Niro, une Soul, une Ioniq, une Kona ou une Nive Plus. Donc, cette proportion-là de véhicules qui vont en haut de 50 kilowatts va augmenter parce que c'est essentiellement ce type de voiture-là qui se vend dans la tout électrique, en tout cas. Mais au moment où on se parle, ça représente quand même 10% seulement de la flotte de véhicules sur les routes. Mais on se prépare pour ce qui s'en vient et on commence déjà le déploiement des bornes de 100 kilowatts. Les superstations, dont je vous ai parlé précédemment, c'est une installation qui est évolutive. On a vu beaucoup de sites avec une borne au début, ensuite 2 bornes. On a eu les superstations à 4 bornes. On voit maintenant des sites avec plus de bornes et on a l'intention d'en mettre des sites avec plus de bornes. Bon, le concept de bel oeil que je vous ai montré tantôt, vous l'avez vu, vous le connaissez. Eh bien, aujourd'hui, je vous donne en toute première un scoop. Depuis ce matin à Neuville, on a un site. Là, la photo que vous voyez, c'était hier lors de l'arrivée des dernières bornes, mais ils ont été installées. Elles sont donc là au moment où on se parle. C'est un site où il y a 6 bornes, 3 bornes de 50 kilowatts, 3 bornes de 100 kilowatts. À Neuville, Neuville, c'est sur l'autoroute 40, c'est en bordure de l'autoroute, c'est super bien placé, facile d'accès, proche de la sortie de l'autoroute. Il y a une station, adjacent à une station-service, il y a donc des services sur place. Donc, c'est un super spot et ça, c'est le genre de superstations là, qu'on va installer dans le futur à certains endroits très stratégiques. Évidemment, tous les sites ne nécessitent pas, de par leur achalandage, autant de bornes, mais sur la 40, c'est pas un luxe. Donc là, 3 bornes de 100 kilowatts, 3 bornes de 50 kilowatts. Donc, ça veut dire que techniquement, là, on a tout près d'un demi-mégawatt d'énergie disponible pour se charger, là, 450 kilowatts d'énergie pour se charger sur le même site. Donc, et c'est pas le seul qui va être comme ça. Il y en a d'autres sites là, du même acabit qui vont arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc, on voit que c'est vers ça qu'on va s'en aller pour densifier le réseau. Évidemment, il y a une évolution assez rapide des bornes, des technologies qui existent de bornes et on n'est pas en reste. On a dit tantôt qu'on commence à déployer du 100 parce qu'il y a très peu de voitures qui vont en haut de 50 actuellement. Certaines vont à 60, 70, 80, mais pas longtemps. Donc, les 100 devraient être bons pour un petit bout. Par contre, on est en train de regarder l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est des bornes de 125, des bornes en haut de 200, voire 350 kilowatts. Il faut penser aussi au transport de marchandises qui vont utiliser des bornes à plus haute puissance. Donc, notre première étape, et je pense que c'est important de le comprendre, c'est de regarder, d'analyser correctement les technologies, de choisir des bornes adaptées à notre climat, à notre réalité, à nos besoins. Vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous donner 1000 images. Les gens qui ont des voitures électriques et qui voyagent le moindrement actuellement peuvent confirmer que ce qui caractérise les bornes circuits électriques, c'est que si on se compare avec d'autres réseaux ailleurs au Canada, on a un très haut taux de fiabilité, c'est-à-dire que nos bornes sont bien adaptées et fonctionnent bien. Mais ça veut dire qu'au préalable, il y a des tests qui sont faits. Donc, quand on choisit des bornes, on les teste de différentes façons. On a un laboratoire à l'IREC, on travaille avec l'Institut du véhicule innovant. On va faire des tests avec les bornes à très basse température, à très haute température. On les soumet à différents stress et on s'assure que la borne ou les bornes qui seront choisies pour être installées répondent aux besoins d'ici. Donc, on va faire dans la prochaine année, c'est commencé. Là, il y en a des petits rapides qui ont remarqué qu'à la Porte du Nord, on a commencé à installer, bon oui, il y a des stations de recharge pour monsieur et madame tout le monde, là, donc des 50, 100 kilowatts qui vont être installés là, mais on a également
sur ce site-là deux bornes des deux bornes qui partagent une puissance de 125 kW qui est à l'étude. Et il va y avoir un deuxième banc d'essai qui va être installé à l'aire de service de Magog avec une borne de 160 kW et une autre de 350 kW. C'est des bornes qui vont être à l'étude. On va regarder comment elles fonctionnent, comment elles se comportent. On va faire des tests dessus avec différents véhicules. On va regarder comment on peut partager l'énergie dans ces bornes-là parce que lorsqu'on arrive avec des très hautes puissances, on tombe avec des modèles de bornes à énergie distribuée, c'est-à-dire qu'on a une source d'énergie qui est partagée entre différents points d'accès. Il y a différentes façons de l'utiliser. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le Tesla. On se branche sur une borne. Si on est tout seul, on est à une certaine vitesse, mais si un deuxième vient se brancher sur la même borne, bien, on se partage la puissance entre les deux véhicules. Ben, c'était sur le même principe que fonctionnent ces bornes-là. Donc, il faut voir comment cette énergie-là est distribuée, comment ça fonctionne. Il y a souvent différentes façons de calibrer ou de régler les bornes parce qu'on peut partager l'énergie de différentes façons en fonction de paramétrage de la borne. Donc, ça va nous permettre de la tester et quand les véhicules vont être rendus là, bien, on va pouvoir commencer à déployer ces bornes-là en ayant déjà au préalable fait les bonnes analyses et en déployant les bonnes bornes pour le besoin de notre clientèle, qu'elle soit résidentielle, donc des voitures de monsieur, madame, tout le monde, ou encore des véhicules commerciaux, parce qu'à ces hautes puissances-là, on va également avoir du véhicule commercial qui va l'utiliser. On a aussi une solution qui est les bornes de 25 kW. On en a présentement en test qui sont installées dans le parc La Vérandrie. C'est mi-chemin entre une borne de niveau 2 et une borne rapide en termes de vitesse. Je vous dirais, c'est la moitié d'une borne de 50 kW, 25 kW. Ça répond à certains besoins, à un besoin où on a besoin de se recharger, mais où on est forcément là pour un petit peu plus de temps. Un bel exemple de ça, c'est un restaurant, par exemple. Donc, si on va à une borne rapide, si on a une voiture qui est capable de charger, disons, à 60 kW ou 70 kW, puis on se branche sur une borne rapide de 100 kW, ben on va brancher notre voiture, puis si on allait manger, on sera obligé de quitter notre repas en plein milieu pour aller se débrancher parce que le véhicule est plein. Alors qu'une borne de 25 kW, ben, va recharger totalement votre véhicule dans une durée qui correspond à peu près à la longueur de votre repas. Donc, un endroit où on est là, on veut être capable de charger le véhicule plus vite qu'avec une borne de niveau 2, mais on ne veut pas être obligé de venir le débrancher au bout de 20 minutes, 30 minutes. Un stationnement de centre d'achat, par exemple, on peut très bien imaginer que plutôt que de mettre 2 bornes de 50 kW dans un stationnement de centre d'achat, on pourrait mettre 4 bornes de 25 kW. Ça permettrait aux gens d'aller magasiner puis de charger leur véhicule sans être obligé de sortir ou sans monopoliser une borne plus rapide là, pour autre chose. Donc, encore une fois, bornes différentes pour besoins différents. C'est pas mieux ni moins bon que d'autres modèles de bornes. C'est juste différent et dans certains cas, mais on pense que ça peut être utile. Finalement, c'est également utilisé dans un contexte où il n'y a pas de 600 volts triphasés disponibles et c'est le cas actuellement dans le parc La Vérandrie. Donc, on ne pouvait pas mettre de bornes 50 kW qui fonctionnent en 600 volts triphasés. Donc, c'est une solution fort acceptable qui permet de se recharger plus vite que juste des bornes de niveau 2. Mais malheureusement, qui n'a pas la même vitesse qu'une borne rapide à 50 kW, bien entendu, mais disons que c'est une borne qui répond à un autre besoin ou qui peut être utilisée dans un contexte où on n'a pas l'énergie, l'apport en énergie suffisant. Il y a différents enjeux liés au déploiement de ces bornes-là et dans le futur, on regarde tout ça. Donc, c'est premièrement, les utilisateurs veulent un réseau avec des bornes où il y a des services, restaurants, toilettes, dépanneurs, commerces pour magasiner. Évidemment, ça c'est pas toujours possible sur le long le bord d'une autoroute, dans un arrêt, une halte routière. Ben, il y a des haltes routières au Québec qui sont très bien organisées, les nouvelles, surtout avec les rénovations qu'ils sont en train de faire, mais les anciennes, c'est assez rudimentaire. Ben, des fois, on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, parfois, on attend ou on choisit le spot en fonction d'avoir ces services-là que les gens apprécient avec raison. Donc, il faut tenir compte de ces facteurs-là. Il y a également le positionnement des bornes qui doit être stratégique à proximité d'une autoroute sur des terrains qui permettent également le branchement où on peut déneiger, entretenir. On peut prévoir une expansion. Par exemple, si on a un site, on cherche un site à un endroit qui est excessivement achalandé,
ben idéalement, on va préférer un site où on est capable de mettre 1, 2 bornes, puis de prévoir qu'on ait l'espace pour une expansion future. On doit en tenir compte dans le choix. Donc, tout ça, c'est des critères qui sont tenus en compte quand le choix du site est déterminé. Bien entendu, comme je vous dis, parfois, c'est pas possible de respecter ça et on doit faire le choix déchirant qu'à défaut de ne pas avoir de site, ben, on va avoir un site qui ne répond pas à ces critères-là. Mais c'est des enjeux auxquels on doit faire face lorsqu'on est à sélectionner un site pour mettre les bornes. Il y a également un enjeu ou un critère important qui est les grands partenaires, c'est-à-dire que vous savez que le réseau s'est déployé au début avec des partenaires qui partageaient les frais d'acquisition, d'installation de ces bornes-là. C'est plus le cas maintenant, je l'ai dit tantôt, mais ça reste que de faire affaire avec des grands partenaires est un modèle tout à fait pertinent encore et très important pour être capable d'étendre le réseau. Souvent, c'est des partenaires fondateurs québécois qui ont appuyé la transition énergétique. C'est des leaders dans leur domaine. Des grands partenaires sont souvent bien enracinés dans leur communauté. Donc, on parle d'entreprises qui ont des pieds à terre dans différentes régions du Québec, donc sont présents un peu partout. Il faut regarder aussi des grands partenaires qui sont présents le long des autoroutes si on veut être capable de mettre des bornes de recharge rapide en bordure d'autoroute. Souvent, c'est des stations-service, donc des pétrolières. Mais il faut aussi regarder dans le cœur des villages, des villes. On pense aux villages relais. Il y a différents endroits où il est pertinent d'avoir une borne rapide et qui n'est pas nécessairement sur le bord d'une autoroute. Donc, parfois, on quitte un grand autoroute et on fait 20, 30, 50 minutes, 100 minutes de circulation sur une petite route secondaire pour atteindre un village relais. Et ça peut être pertinent de mettre une borne de recharge là. Et évidemment, un grand partenaire peut souvent, parce qu'il offre lui-même des services, ben, nous aider à offrir une expérience plus complète lors de la recharge. Donc, si le partenaire est une chaîne de dépanneurs, par exemple, ou une station-service, ben, évidemment, pendant la recharge, on peut aller s'acheter une revue ou des grignotines ou peu importe. Donc, c'est des enjeux qui nous permettent c'est des partenariats qui nous permettent de combler cet enjeu-là principal d'avoir des services complets. De plus en plus, on voit des pétrolières qui deviennent partenaires. Vous avez sans doute remarqué des stations-service qui ont des bornes de circuit électrique. Donc, c'est un signe d'un changement, je pense. C'est un signe aussi d'une évolution c'est une accointance naturelle, me direz-vous. Les gens étaient déjà là pour faire le plein d'énergie, une autre énergie, mais le faisaient déjà. Pour nous, c'est sûr que c'est intéressant, oui, dans le message, mais également, comme j'ai dit tantôt, dans la proximité d'éléments connexes à proximité, comme les services, la restauration, donc qui est intéressante. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs petites villes qui, pour des pressions sociales, se sont éloignées un peu des pétrolières avec le temps. Il y a moins de stations-service. Les citoyens n'aiment pas ça qu'on installe une station-service. Il faut creuser, il faut enfouir des réservoirs. Il y a des pleins d'essence. Bon, c'est un peu sensible au point de vue social. Alors que la borne de recharge, elle nous permet de ramener des automobiles dans le tissu social des villes et des villages, mais en n'ayant pas les inconvénients environnementaux que les pétrolières ont. Donc, devoir pousser un spot de borne électrique plutôt qu'une station-service, c'est souvent bien vu en région. Il y a une entente avec la Fédération des villages relais, 41 villages relais, donc qui nous a permis d'installer des bornes aussi à des endroits où d'autres entreprises là, en service de bornes de recharge ne l'auraient pas fait compte tenu du peu d'achalandage, mais en fait, ça permet aux Québécois de voyager, d'aller dans ces villages relais-là et de bénéficier d'infrastructures de recharge qui est tout à fait intéressant pour l'ensemble de la population. Il y a également un certain nombre d'entreprises qui veulent et parfois même se cherchent des moyens de donner une exemplarité dans leur pratique d'affaires en lien avec l'environnement, l'électrification des transports et ça devient pour eux un élément intéressant de s'associer avec nous pour être capable d'y installer des bornes et d'établir un partenariat. Je vous parle particulièrement aujourd'hui dans cet acte-là d'un partenariat qu'on a, par exemple, avec les Caisses Desjardins. On sait que Desjardins a déjà une tendance ou une orientation là, tout à fait en lien avec les énergies propres, avec l'environnement. Donc, l'entreprise est verte non pas juste dans son logo, mais également dans ses actions. Et ça a été pour eux et pour nous un partenariat fort intéressant qui permet d'établir un réseau de bornes, de près de 200 bornes de recharge là,
48 bornes rapides et 141 bornes de niveau 2 à différents endroits. Comme j'ai dit tantôt, un avantage d'un partenariat comme celui-là, c'est que Desjardins, c'est partout au Québec, donc dans toutes les régions. Ça ne veut pas dire qu'on a mis des bornes dans toutes les régions, mais il y a des Desjardins généralement dans toutes les régions. Ils sont bien établis, ils ont du stationnement. Il y en a même dans des petites municipalités. Il y a des caisses Desjardins dans des petits villages. C'est pas juste dans des grandes villes. Donc, ça permet d'élargir et de répartir de façon plus adéquate les points de service en recharge. Évidemment, dans le cas de Desjardins, c'est pas un service de restauration, il n'y a pas de dépanneur, tout ça, mais on est quand même dans un endroit public. C'est souvent placé dans le cœur du village ou tout ça, donc à proximité d'autres commerces. Donc, stratégiquement, c'est bon pour nous et c'est aussi bon pour eux. Ça contribue à leur image de marque en lien avec l'environnement. Et puis, ça fait d'eux là, un partenaire là, de choix pour Hydro-Québec et le circuit électrique. Un autre enjeu sur lequel on peut parler un peu, c'est les enjeux de tarification. Le fait de mettre des bornes qui sont de plus en plus puissantes, ou même s'ils ne sont pas plus puissantes, d'en mettre plusieurs au même endroit, ça fait en sorte que sur le même site, on va à certains moments, quand tous les véhicules sont branchés, puis on le voit là, des sites comme par exemple au Madrid, sur l'autoroute 40, quand toutes nos bornes sont pleines, il y a Tesla à côté, les bornes sont pleines, ils s'en tirent du jus, là. Donc, à un moment donné, quand on prend une lecture de l'ensemble de l'énergie qui se tire à un moment bien précis, on dépasse des quantités qui font que le coût de l'électricité augmente. Donc, c'est pas juste la borne est plus puissante, donc elle coûte plus cher, oui. Donc, elle va coûter plus cher à installer, elle va coûter plus cher à acquérir, à entretenir. Mais également, on a un appel en puissance instantané qui est très fort. Et là, on tombe à des nouveaux taux de facturation d'électricité. Là, l'électricité coûte vraiment beaucoup plus cher. Donc, il faut en tenir compte lorsqu'on installe ces trucs-là et ça devient pour certains réseaux plus petits prohibitif dans le sens où ça devient vraiment très coûteux. Il faut, si on veut être capable d'être rentable, vendre le service beaucoup plus cher. On a aussi, et c'est important de le comprendre, pour le moment, une impossibilité de tarifer au kilowattheure. Je sais que la question revient tout le temps. J'ai vu qu'elle a passé tantôt dans le chat. Là, il y a des gens qui veulent qu'on en parle. En fait, c'est que oui, c'est sûr que de tarifer au kilowattheure est une façon idéale de facturer dans la mesure où on facture exactement ce qui a été consommé et on peut c'est l'équivalent d'une pompe à essence finalement. Par contre, pour être capable de faire ça, il faut mesurer et s'assurer que ce qu'on vend en termes de kilowattheure correspond exactement à la quantité qui a été vraiment consommée. Donc, ça prend un compteur qui est certifié. Actuellement, à ces puissances-là, les compteurs ne sont pas certifiés. Souvent, les gens disent ça se peut pas, ça existe des compteurs. Oui, ça existe. On ne dit pas qu'il n'y a pas de compteurs, mais les compteurs ne sont pas certifiés par Mesure Canada, ce qui ne nous permet pas de tarifer en les utilisant. Est-ce que ça viendra un jour? Peut-être. Mais pour l'instant, étant donné que c'est impossible de le faire, et impossible pas juste pour nous, impossible pour tout le monde, il faut trouver des alternatives. Il faut essayer de trouver des alternatives qui sont équitables et qui sont simples pour tous les usagers. Évidemment, quand tu factures autant, puis si tout le monde tire la même quantité d'énergie dans le même temps, ça va bien, mais c'est pas le cas. On l'a vu tantôt, il y a des voitures qui peuvent tirer 25-30 kilowatts, d'autres peuvent en tirer 50, d'autres 80. Ça veut dire qu'il y a des recharges qui vont aller plus vite sur des autos que sur d'autres. Alors, comment tu restes équitable? Ça fait partie des enjeux sur lesquels nous travaillons parce qu'avec la mise en service des bornes de 100 kilowatts et dans un futur, des bornes encore plus puissantes, il faudrait être capable de tarifer l'utilisation de ces bornes-là de façon équitable et logique pour tout le monde. Puis malgré le fait que ça coûte plus cher, il faut être capable d'avoir les revenus nécessaires pour demeurer le chef de file avec le réseau de recharge le plus fiable en s'assurant qu'on continue d'avoir les moyens de nos ambitions et de continuer à densifier puis à diversifier les solutions de recharge pour l'ensemble des Québécois. Alors voilà, c'était l'ensemble des informations que j'avais à vous donner aujourd'hui. Il y a d'autres questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je vais dans le chat, dans le Q&A, là, les questions-réponses.
Donc, je viens d'en prendre une ici. Il y a un commentaire de Danny qui dit « Ce serait intéressant d'avoir accès à une page ou un fichier qui nous donnerait un statut live des entretiens, des dates planifiées, réalisées, des pannes existantes sur les réseaux de bornes de recharge pour mieux planifier nos déplacements. Est-ce prévu? » Bon. Actuellement, on a sur l'application du circuit électrique la capacité de voir les bornes qui sont déployées, les bornes qui sont en utilisation et on a également l'information sur les bornes qui sont défectueuses. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une borne, là, si la borne est complètement hors d'usage, elle va être d'une couleur différente pour indiquer qu'elle est hors d'usage, mais si elle est fonctionnelle, mais avec limitation. Par exemple, un des deux ports est défectueux ou encore la puissance c'est une borne de 50 kW, mais elle est limitée en puissance à 37 kW pour une raison technique. Ça va être inscrit. Évidemment, quand on le sait, là, des fois, le problème leur survient à 8h10 le matin. Fait que si vous passez à 8h11, ça se peut que ça ne soit pas encore indiqué. Là. Mais dès qu'on en est averti, c'est relativement rapide. Dans l'application, vous allez avoir ces informations-là. On va bientôt également avoir dans l'application la possibilité de voir les bornes qui sont qui sont prévues, donc les sites qui sont en construction. Donc, vous allez voir qu'il y a une borne là qui s'en vient, mais qui n'est pas encore en fonction. Ça va être quelque chose qui va être disponible. Maintenant, les dates des entretiens. Sachez qu'actuellement, quand il y a des entretiens, par exemple, un entretien préventif sur une borne, le technicien va donner, s'il y a quelqu'un qui arrive et qu'il y a juste une borne, là, le technicien arrête l'entretien pour permettre à la personne de se brancher. Donc, les entretiens, généralement, ne limitent pas les déplacements et n'empêchent pas les gens de se charger. Donc, voilà. C'est pour cette question-là là, de Danny. J'espère que ça répond à votre question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller, vous avez un petit bouton Q&R, vous cliquez dessus puis vous posez vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont rentrées? J'en regarde aussi. Pour des plus petits partenaires voulant implanter plusieurs BRCC dans un secteur très passant, est-ce que vous envisagez dans le choix de partenaires? En fait, on ne se limite pas à des gros partenaires. Ça peut être un petit partenaire, ça peut être une entreprise à un endroit qui est intéressé. Maintenant, c'est pas parce qu'un commerce est intéressé qu'on va nécessairement mettre des bornes là. Il faut comprendre que d'une part, c'est nous qui les payons, les bornes, donc on en a un certain nombre qu'on peut installer par année. Vous avez vu tantôt là, le nombre qu'on déployait année après année. Et souvent, les sites sont identifiés à l'avance. Donc, le repérage qu'on fait maintenant, c'est pour des bornes plus l'année prochaine, puis l'autre année d'après que cette année. Hein, c'est tout déterminé cette année. Et il faut également qu'il y ait que ça respecte certaines règles en termes d'espace. On exige des places de stationnement. Ça prend un approvisionnement en électricité qui est adéquat. Si elle ne l'est pas adéquat, est-ce qu'on est capable d'amener en ajoutant un transfo ou des poteaux l'électricité? Donc, il y a un paquet de paramètres. Et là, on tombe dans les droits de passage, les servitudes, les trois commerces qu'on doit traverser. C'est très complexe, mais pour répondre simplement, on ne se limite pas à des grands partenaires. Un grand partenaire est intéressant parce qu'il nous permet de conclure des ententes qui vont permettre de déployer plusieurs bornes à plusieurs endroits, mais on n'exclut personne. Pouvez-vous parler des différences entre le circuit électrique et le réseau Flow? Sont-ils concurrents ou complémentaires? C'est assez simple. En fait, Flow et circuit électrique, c'est deux entreprises différentes, donc c'est deux réseaux distincts. Mais c'est des réseaux pour lesquels il y a une entente d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on a une entente avec Flow qui fait que nos membres peuvent se charger sur les bornes de Flow et les membres de Flow peuvent se charger sur les bornes du circuit électrique. Et les deux réseaux utilisent en totalité ou en partie, dans notre cas, c'est en partie, des bornes qui sont faites par le même fabricant, donc qui a d'énergie, donc qui visuellement, les bornes se ressemblent, mais c'est deux réseaux concurrents, mais deux réseaux concurrents qui ont une entente de partenariat. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Donc, dans ce sens-là, forcément, c'est complémentaire. Donc, le circuit électrique n'ira pas installer des bornes, faire exprès d'installer une borne en face d'une borne Flow. Si la borne Flow qui est là répond aux besoins, on va plutôt mettre notre borne à un endroit qui va régler un problème plutôt que... Donc, on ne cherche pas là, à vampiriser. On travaille plutôt dans un esprit là, d'élargir et de rendre un réseau le plus vaste et appréciable possible par tous.
Quel est l'avenir des bornes niveau 2 au circuit électrique? Allez-vous laisser la place à flot pour les bornes de destination? Non. La place des bornes niveau 2 a toujours été là. C'est un modèle qui est différent parce que les bornes niveau 2 appartiennent aux partenaires qui les acquièrent. Donc, par exemple, les bornes de rue à Montréal appartiennent à la Ville de Montréal. Par contre, elles sont reliées à notre réseau, ce qui permet pour la Ville d'avoir quelqu'un qui s'occupe de prendre la carte d'accès, facturer, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais non, on n'a pas l'intention de laisser la place, là. Donc, c'est pour nous, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment des outils complémentaires et il n'y a aucun intérêt pour nous. Mais c'est sûr que dans les dernières années, ce qui a été très visible dans les 2-3 dernières années, c'était beaucoup les bornes de recharge rapide. Je pense que c'est ça qui peut peut-être vous donner cette impression-là parce qu'on a déployé beaucoup, on en a parlé beaucoup et c'était un besoin qui était là, mais il se déploie énormément de bornes niveau 2. C'est juste que vous ne le voyez pas. C'est plus discret, mais ça pousse à vitesse grand V, ça aussi. Si j'achète une Tesla, est-il possible d'utiliser les bornes du circuit électrique? Bien entendu. Si vous achetez une Tesla, par contre, sachez que les Tesla utilisent un port de recharge qui est propre à Tesla. Vous devrez donc, et là, écoutez bien parce que c'est important parce qu'à toutes les semaines, là, j'ai affaire à cette problématique-là. Si vous vous branchez sur une borne niveau 2, il n'y a aucun problème. Vous allez utiliser le petit adaptateur que Tesla vous fournit en achetant le véhicule qui vous permet de brancher une borne normale niveau 2 sur votre borne Tesla. Donc, votre Tesla, vous allez pouvoir la brancher sur une borne niveau 2, aucun problème. Si vous voulez utiliser les bornes rapides du circuit électrique, vous devez cependant acheter un adaptateur optionnel que Tesla vend quelque chose comme pas loin de 700 $, je pense. Oui, j'ai bien dit 700 $. C'est assez cher. Et ça va vous permettre de brancher votre Tesla sur les bornes rapides du circuit électrique via le port CHAdeMO. Donc, il y a 2 ports, il y a 2 standards sur nos bornes. Donc, cet adaptateur-là se branche sur l'un de ces 2 ports-là. Par contre, l'adaptateur est pour l'instant limité à 50 kW. Donc, vous savez que maintenant, on déploie des bornes également de 100 kW. Donc, si vous vous branchiez sur une borne de 100 kW avec l'adaptateur, même si votre voiture peut se charger plus vite, vous seriez limité à 50 puisque l'adaptateur limite à 50. Mais supposant que vous avez acheté le bon adaptateur, oui, vous pouvez vous brancher sur toutes les bornes du circuit électrique sans problème. Est-ce que les sites qui auront plusieurs bornes à plus grande puissance auront des infrastructures avec des panneaux solaires ou autres sources connexes? Est-ce que l'idée est sur la table pour le futur? Écoutez, le panneau solaire, ça prend énormément de panneaux. Je ne sais pas si vous avez une idée, là, combien ça prendrait de panneaux solaires pour alimenter 4 bornes de recharge rapide, ne serait-ce qu'une journée, là. Donc, à moins de mettre une immense quantité de panneaux solaires, c'est plus symbolique pour l'instant qu'autre chose à ces puissances-là, compte tenu de la quantité d'énergie qui va être délivrée par les bornes. Donc, tu sais, 4 bornes de 50 kW qui roulent, là, c'est 200 kW d'énergie continue. Ça prendrait une méchante quantité d'accumulateurs. Maintenant, la technologie évolue. Il n'y a rien qui est exclu, mais il n'y a pas de plan à court terme d'installer des panneaux solaires sur les sites, là. Y a-t-il des recharges où c'est gratuit? Les bornes publiques du circuit électrique ne sont pas gratuites. Évidemment, c'est un réseau public et pour lequel les sous retournent au circuit électrique par ricochet Hydro-Québec, donc l'ensemble du peuple québécois. Mais il y a des commerces qui installent par eux-mêmes des bornes niveau 2 essentiellement qui sont gratuites. On peut les trouver sur différentes applications. Il y a des bornes rapides gratuites. Il y en a pas tellement, à ma connaissance. Je sais qu'il y a Cascade qui en a installé une. Et c'est une façon encore pour eux là, de démontrer leur côté vert. Donc, ils ont payé une borne rapide puis l'ont mis gratuite. Mais généralement, ces bornes-là publiques, que ce soit du circuit électrique ou d'autres réseaux, là, pour la plupart, sont payantes. Mais il y a possibilité de trouver certains commerces qui, de façon indépendante, vont installer des bornes et les mettre gratuites. Marie-France, bonjour. Il n'y a aucune borne sur la 132 entre Boucherville et Sainte-Catherine. Y a-t-il des projets là-dessus? Il y a des projets sur toutes. C'est juste que parfois, avant de trouver les partenaires qui acceptent, avant de trouver des sites qui répondent aux critères ou encore, on ne peut pas les mettre partout en même temps. Hein, on en a plein des zones comme celle-là où on sait qu'il va falloir en rajouter, mais c'est juste une question de temps et d'argent à un moment donné pour être capable
d'en mettre partout. Je n'ai pas en tête actuellement le plan de déploiement de chacune des villes là où ça va aller. Par contre, comme je vous ai dit précédemment, avec la nouvelle application, vous aurez très bientôt la capacité de voir les sites qui sont en construction et qui s'en viennent. Voyez-vous une possibilité de partenariat avec Couche-Tard suivant leur annonce de déploiement de réseaux de recharge rapide au Québec? Tout est possible. Il y a des discussions avec plusieurs grandes entreprises au moment où on se parle. Donc, évidemment, ce genre de truc-là, on va-tu le faire, on le fera-tu pas? Quand ça va être annoncé, ça va être fait de façon formelle. Donc, je n'irai pas plus loin là-dedans. Je regarde s'il y a des questions que je n'ai pas répondues. Allez-vous avoir une entente pour d'autres types de bornes comme celle de la compagnie ABB, possiblement? Donc, je décode de la question de Caroline. Est-ce que vous allez avoir d'autres marques ou d'autres fournisseurs de bornes? Comme vous avez vu dans ma présentation, les bornes qu'on a laissées actuellement sont de différentes compagnies. Donc, oui, on n'est pas exclu. En fait, pour chaque fois qu'on fait l'acquisition pour des tests ou pour après ça de la distribution de masse de bornes, il y a eu des appels d'offres et les entreprises ont été appelés à soumettre leur candidature. Donc, ce n'est pas un choix à ces quantités-là. On ne choisit pas au hasard, tiens, on va prendre les bornes de la compagnie X, puis ça finit là. Donc, les entreprises doivent soumettre leur candidature, respecter certains critères. Je ne vous cacherai pas que nos critères sont élevés. Et ils sont élevés pour une bonne raison, et je l'ai dit et je vous le redis encore, on a le réseau de bornes de recharge le plus fiable et on en est fiers et on veut que ça reste comme ça. Donc, on est très exigeant en termes de critères pour s'assurer qu'on garde ce niveau de fiabilité-là. Donc, forcément, ça élimine certains joueurs, mais là, on est en train d'élargir notre gamme de produits. Donc, il y a d'autres joueurs qui offrent des produits dans ces gammes-là. On évalue toutes les possibilités et oui, dans le futur, il est possible qu'il y ait d'autres marques de bornes qui apparaissent, mais on essaie de rendre ça le plus transparent possible pour les utilisateurs. Y a-t-il de bornes meilleures que d'autres pour la maison? C'est pas j'entrerai pas dans ce sujet-là, Michel, malheureusement. On pourra avoir des discussions, mais c'est là, on parle vraiment de réseaux de bornes publiques, mais il y a d'excellents produits québécois. Là, si vous voulez aller sur le site de l'AVEC, vous allez avoir des réponses à l'Association des véhicules électriques du Québec qui vont vous proposer un paquet de trucs. Voilà, donc avez-vous avancé dans la conclusion d'entente d'interopérabilité avec d'autres réseaux que Flow, comme ChargePoint, Ivy, BeSideRow ou EVgo? En fait, nous sommes toujours en démarche pour essayer d'augmenter. C'est l'objectif, en fait. On a un désir au circuit électrique de rendre la vie facile le plus possible pour nos utilisateurs. Donc, forcément qu'on est ouvert et on fait des démarches avec d'autres réseaux pour augmenter l'interopérabilité. Ça doit se faire avec certaines règles, cependant, pour assurer à la fois la sécurité, le bon fonctionnement. Donc, oui, il y a des démarches qui se font. Allez-vous ajouter un filtre dans l'application du circuit électrique pour rechercher rapidement des bornes de 100 kW et plus? La réponse, c'est oui. L'application du circuit électrique, en passant, ceux qui l'ont, vous avez remarqué, là, on pousse, je pense qu'on a poussé plus d'améliorations dans les 2 premiers mois de l'application que dans les 2 dernières années de la précédente, là, et ça va continuer. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute des besoins. Évidemment, celui-là, on n'a pas eu besoin que les gens nous le disent. On le savait qu'en mettant des nouvelles bornes, on va mettre des filtres pour être capable de les détecter facilement. Donc, ça, c'était déjà dans le collimateur. Mais parfois, il y a des trucs qu'on ne pense pas, puis les gens nous font des suggestions. On écoute beaucoup les suggestions et le désir est d'améliorer l'application pour répondre de plus en plus aux besoins, évidemment, dans les limites de la faisabilité, du respect de la vie privée, etc. Mais oui, c'est une solution qui s'en vient. Si on est un petit commerce et qu'on souhaite qu'une borne soit installée sur notre terrain, faut-il payer ou est-il possible que le circuit électrique l'installe gratuitement? Mais en fait, ça dépend de ce que vous voulez dire une borne. Si vous parlez d'une borne rapide puis qui est installée sur votre terrain, l'installation de la borne, c'est gratuit. C'est le circuit électrique qui va payer. Par contre, le commerce, lui, aura des responsabilités, entre autres, là, d'accessibilité, de déneigement pour s'assurer que les gens qui vont se charger là y ont accès.
Mais si vous parlez d'une borne niveau 2, les bornes niveau 2 appartiennent au commerce. Donc, c'est le commerce qui doit acheter la borne. On a une entente avec notre fournisseur qui fait que vous avez un prix préférentiel quand vous passez par nous. Mais malheureusement, vous allez devoir payer pour l'installation de la borne. Par contre, il y a un système de partage des revenus d'utilisation de la borne qui se fait avec le commerce là, dans un contexte comme celui-là. Mais votre question pourrait se répondre en plusieurs volets. Ça dépend d'un paquet de trucs. Donc, ça pourrait, si vous entrez en contact avec le circuit électrique, on pourra vous donner ces détails-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions, en fait. Donc, je vous remercie beaucoup, tout le monde, pour ces questions. C'était cohérent avec la discussion. Si jamais il y a autre chose, gênez-vous pas, il y a le site web du circuit électrique. Via l'application également, je vous incite, si vous ne l'avez pas, à l'installer, l'utiliser et puis nous rapporter toute suggestion ou commentaire que vous avez par rapport au service qu'on vous offre. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je ne sais pas s'il y a un commentaire à ajouter de la part de nos amis de Roulon électrique, là, mais allez-y, je vous laisse le micro. Ah, c'est très gentil, Martin. Bah, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup, Martin Chevreau, pour cette très belle présentation. Je suis sûr que tout le monde a apprécié. Simplement, encourager les gens à continuer à participer aux activités, à la programmation de la semaine. Donc, nous avons ce soir une activité quiz où vous pourrez en fait vous-même tester vos connaissances sur les véhicules électriques. Donc, ça va être assez interactif et nous aurons demain une table ronde des experts à 13h30 et bien évidemment sans oublier de jeudi à samedi donc le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui se passe en ligne de façon virtuelle cette année. Et enfin, nous avons aussi un concours dans le cadre de Roulon électrique auquel vous pouvez bien sûr participer en allant sur roulonélectrique.ca et en vous inscrivant, courir la chance de gagner la location, entre autres, d'une Chevrolet Bolt, gracieuseté de Lucie Chevrolet pendant 1 an. Alors voilà tout. Encore une fois, merci beaucoup Martin et une très belle fin de journée à toutes et à tous. Merci. Bonne fin de journée tout le monde.